Bonjour, une nouvelle analyse. Aujourd'hui, c'est le lundi 25 mai 2026. Il est 3 heures hors Montréal. Euh, les médias arabes sont en ébullition. Depuis l'annonce d'un possible accord entre Washington et Téhéran, une véritable hystérie médiatique secoue la région. Al Jazeera, Al Mayadeen, la presse égyptienne, tous décryptent minute par minute les réactions en chaîne. Un des commentateurs qui est suivi par des millions, je vais résumer l'ambiance il parle d'une campagne de pression israélo-émiratie massive contre Donald Trump. L'objectif est clair, empêcher la signature de cet accord. À tout prix. Selon les fuites publiées par Axios, le texte prévoit un cessez-le-feu de 60 jours pendant cette période des négociations pour une paix durable. En échange, l'Iran obtiendra la réouverture du détroit d'Ormuz. Washington lèvera une partie des sanctions. Des discussions sur le programme nucléaire suivraient par la suite. Puis les médias arabes soulignent un fait crucial. Le sénateur américain Roger Wicker, président de la commission des forces armées, a qualifié l'accord de désastre. Mark Levin, commentateur pro-israélien influent, martèle que c'est un cadeau à Téhéran et aux Émirats. Nadim Kouteish, un ancien rédacteur de Sky News Arabie, reprend la même ligne. Il affirme que la paix durable ne vient qu'après une victoire totale et une reddition de l'ennemi par la négociation. Cette convergence médiatique entre Washington, Tel Aviv et Abu Dhabi est analysée en détail dans la presse arabe. Ce qu'elle voit comme une coalition d'intérêts menacée par tout rapprochement avec l'Iran. Et le Maghreb, dans tout cela, devient un terrain de jeu secondaire, mais décisif aussi. Car les Émirats y ont investi des millions et des milliards, puis l'Iran cherche comme on appelle, un relais d'influence dans ces pays de Maghreb. Donc, pour comprendre les enjeux maghrébins, il faut remonter à une décennie en arrière, depuis 2015. Les Émirats arabes unis ont déployé une stratégie d'influence systématique en Afrique du Nord. Au Maroc, il y a des investissements lourds émiratiques qui comptent par des milliards de dollars en immobilier, infrastructures portuaires. Elle a également soutenu la normalisation maroco-israélienne de 2020. Les accords d'Abraham ont scellé un axe Rabat-Abu Dhabi-Tel Aviv en face. Puis l'Algérie. L'Algérie en face a maintenu une posture de non-alignement relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que euh, avec ses sympathies, euh, on se penche plutôt vers un axe de la résistance. Alger n'a jamais rompu avec Téhéran. Les relations diplomatiques restent cordiales. L'Algérie partage avec l'Iran une rhétorique anti-impérialiste et un soutien historique à la cause palestinienne. Cette polarisation s'est accentuée avec le conflit au Sahara occidental, le Maroc qui est soutenu plutôt par les Émirats et Israël, défend sa souveraineté sur le territoire, donc sur le Sahara, alors que l'Algérie soutient le Front Polisario et l'autodétermination. En 2021, on se rappelle, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. La frontière terrestre reste fermée depuis 1994. La Tunisie, elle, tente de naviguer à travers ces blocs-là. Le président actuel a multiplié les signes contradictoires plutôt. Un rapprochement avec l'Algérie d'un côté, maintien de liens économiques avec le Golfe de l'autre côté. En revenant à la Libye, qui reste fragmentée, le gouvernement de Tripoli, reconnu internationalement, entretient des relations avec les Émirats. Puis de l'autre côté, l'est du pays, contrôlé par Haftar, a été soutenu par Abu Dhabi, militairement, financièrement. Le Caire et Moscou. Puis quant à la Mauritanie,
Elle observe depuis la péripétie. Là. Nouakchott là, maintient une neutralité prudente. Le pays a besoin des investissements du Golfe, mais ne veut pas s'aligner avec son voisin là, algérien. C'est dans ce contexte fragmenté qu'arrive la perspective d'un accord irano-américain. Un tel accord là, bouleverserait sûrement les équilibres régionaux. Là. Il affaiblit la position des Émirats d'un côté, puis renforçait indirectement celle de l'Iran avec ses alliés. Le Maghreb se retrouve donc au cœur d'une bataille par procuration. Donc, analysons maintenant les choses. Euh, si on analyse le repositionnement en cours dans chaque pays du Maghreb, là, on commence par l'Algérie. Alger observe la situation avec un intérêt stratégique évident. Un affaiblissement de l'axe Émirats, Maroc, Israël servirait ses intérêts régionaux. Les médias algériens proches du pouvoir relaient abondamment les analyses critiques envers les Émirats. Ils soulignent l'hystérie d'Abu Dhabi face à l'accord. Ils y voient la confirmation d'une alliance contre nature entre monarchie du Golfe du côté et Israël de l'autre côté. Sur le plan économique, l'Algérie dispose d'un atout majeur, le gaz. L'Europe cherche des alternatives au gaz russe actuellement. Puis, dans ces circonstances, Alger négocie en position de force. Avec un accord irano-américain, ça va libérer également le gaz iranien sur les marchés. Cela pourrait créer une concurrence qui existait aussi. Mais l'Algérie parie sur sa proximité géographique avec l'Europe. On le sait là. Le gazoduc Medgaz vers l'Espagne est un avantage compétitif. Passons maintenant au Maroc. Rabat se retrouve dans une position vraiment délicate. Le royaume a été soumis plutôt ou poussé vers l'axe d'Abraham. La normalisation avec Israël devrait apporter d'évidence sécuritaire et technologique. Les Émirats sont des investisseurs majeurs au Maroc. Puis tout affaiblissement d'Abu Dhabi va affecter plutôt indirectement le Maroc. Puis les médias marocains, eux, ils sont comme prudents sur cet accord. Ils évitent de critiquer frontalement Washington. Puis Trump est perçu comme un allié du côté du Maroc. Puis, en plus, c'est lui qui a, on se rappelle, là, c'est lui qui a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2020. Donc, Rabat espère plutôt que cette reconnaissance survivra dans ces turbulences diplomatiques. Quant à la Tunisie, qui est un cas différent, actuellement, le pays, vraiment, il est économiquement fragile, très fragile. Il dépend financièrement de tout ce qui touche l'international, des financements internationaux, de l'FMI, des Européens et même des pays du Golfe. Donc, ce président actuel a essayé de diversifier ses partenaires. Visite en Algérie, en Chine, en Russie, mais ses manœuvres sont vraiment limitées parce que lui, il n'a pas une vision politique, lui. Un basculement vers l'axe algéro, disons, iranien va isoler la Tunisie, certainement. Puis du côté des pays du Golfe. Un alignement trop marqué sur les Émirats va froisser l'Algérie, qui a comme on le sait, les relations ne sont pas bonnes avec Abu Dhabi. Donc, cette neutralité tunisienne semble comme une option viable. Puis, si on parle de la Libye est vraiment, qui est fragmentée actuellement, sa situation est vraiment compliquée. Là. D'un côté, le gouvernement de Tripoli, là, il maintient des bonnes relations avec la Turquie, le Qatar. Donc, ces deux
acteurs qui ne partagent pas l'hostilité plutôt émiratie envers Léon. Puis du côté de l'Est, ça c'est du côté de l'Ouest, puis de Tripoli, la capitale, du côté de l'Est du pays, les forces de Haftar ont perdu le soutien actif d'Abu Dhabi ces dernières années, mais ayant le soutien du Caire. Les Émirats se sont désengagés partiellement de tout ce qui se passe en Libye. Là. Puis cet accord probablement va accélérer ce désengagement. Puis ce qui reste, la Mauritanie, là, enfin, elle reste en marche. Son positionnement mérite attention aussi, mais elle rejoint l'initiative atlantique marocaine. Ce projet vise à donner aux pays du Sahel un accès à l'Atlantique, puis via le Maroc. Puis dans tout ça, les Émirats ont donné leur soutien à ce projet. Donc, l'affaiblissement des Émirats là, va toucher tous ces projets d'infrastructure qui sont partagés entre le Maroc et un peu avec la Mauritanie. Puis si nous revenons un peu à l'analyse au-delà de ces pays-là, les grandes, disons, chaînes et médias arabes couvrent abondamment ces tensions. Le Qatar, lui, par exemple, qui entretient des relations, disons, correctes, même ce qui s'est passé ces derniers moments avec l'Iran, mais ne partage pas d'hostilité avec Abu Dhabi. Du côté Al-Mayadeen, par exemple, eux, ils présentent l'accord comme une victoire, parce que c'est Al-Mayadeen qui est proche du Hezbollah. Donc c'est une vision que ils ont gagné la guerre contre les États-Unis. Ce qui n'est pas la chose qui n'a pas été traitée dans les médias, disons occidentaux, c'est que des médias françaises ou autres aussi, c'est qu'il y a plusieurs éléments cruciaux plutôt qui n'ont pas été abordés. Premièrement, la dimension maghrébine est totalement ignorée. On le voit, ils ne sont même pas cités. Il couvre l'accord irano-américain du côté sous l'angle israélien beaucoup plus ou américain. On le sait, les médias français s'alignent toujours avec la position israélienne. Puis, même si les pays du Maghreb ont des relations économiques avec la France, ils sont mis à la marge, là, puis on le voit. Pourtant, les répercussions sur le Maghreb sont considérables, très considérables. Deuxièmement, le rôle des Émirats est minimisé. La presse française, par exemple, présente Abu Dhabi comme un acteur modéré et modernisateur. Mais les médias, à l'encontre des médias arabes, eux, décrivent une puissance interventionniste. On le sait, c'est intervenu dans beaucoup de places, là, la Libye, le Soudan, même intervenu politiquement en Égypte et autres. Ils financent des milices, ils investissent des campagnes d'influence. Cette dimension est absente du récit français, totalement. Troisième point, la convergence israélo-émirati aussi, qui est absente. Les accords d'Abraham sont présentés comme une avancée vers la paix. Puis, alors que les médias arabes la voient comme une alliance militaire contre l'Iran. Cette alliance a des ramifications au Maghreb, bien sûr. Le Maroc qui fait partie, l'Algérie qui s'oppose, la Tunisie qui est neutre. Cette grille de lecture là est invisible en France ou aux États-Unis aussi. Quatrième point, la voix algérienne est pratiquement inaudible dans ces médias-là. Les médias français couvrent l'Algérie sous l'angle mémorial ou migratoire seulement, rarement sous l'angle géostratégique. Pourtant, l'Algérie est la première puissance militaire du Maghreb. Elle dispose du plus grand réserve de gaz d'Afrique. Son positionnement compte vraiment très très fort.
Cinquième point, les médias arabes soulignent une chose que la presse française et américaine omet et oublie. Les dirigeants arabes présents au sommet avec Trump auraient collectivement plaidé contre une reprise des hostilités. Saoudiens, Émiratis, Qataris, Égyptiens, Jordaniens, Turcs, Pakistanais, tous auraient dit à Trump qu'ils ne voulaient pas de nouvelles guerres. Cette unanimité, vraiment, elle est significative. Elle suggère que même les alliés des Émirats freinent l'escalade. Cette information circule dans la presse arabe plutôt, elle est absente dans les médias français puis américains. Donc, pour conclure, ce qui se passe ces 2 derniers jours-là, c'est que le Maghreb se trouve à la croisée des chemins. L'accord irano-américain, s'il aboutit, redessinera les alliances régionales. L'Algérie pourrait voir son positionnement plutôt conforté. Le Maroc devrait ajuster sa stratégie. La Tunisie et la Libye vont naviguer entre ces deux blocs-là, ce qui est pour, ce qui est contre. Puis, une question reste ouverte. Puis, je vous la pose aussi. Le Maghreb peut-il construire une position commune face à ces turbulences? Ou restera-t-il fragmenté, otage des rivalités entre puissances extérieures? L'histoire restante suggère la fragmentation, malheureusement. Mais les peuples, eux, ils sont contre tout ça. Les peuples partagent la langue, l'histoire, les intérêts économiques communs aussi. Puis une neutralité maghrébine probablement coordonnée, est-ce qu'elle est vraiment envisageable? Je ne sais pas. Je vous pose la question, puis qu'en pensez-vous? Puis si ce décryptage vous a parlé, vous a éclairé un peu, abonnez-vous à Voix interdite. Je vais essayer d'analyser le monde arabe, maghrébin, puis international, sans filtre. À bientôt. Merci.